Comment parler en quelques mots de l'Italie? Cœur d'un empire antique puissant, centre du monde et des idées à plus d'une occasion, puis fracturé, divisé, réuni, ce coin de terre ou de mer est aussi riche d'histoire que de contrastes. On en retient parfois quelques images, langue chantante, place célèbre, soleil doré, on y lit souvent une culture du beau, le goût de ligne fine. Mais la beauté n'est pas que classique, et l'esthétique pas que physique, car l'Italie est aussi un repère de penseurs. En football d'ailleurs, le royaume des défenseurs est surtout celui des théoriciens, et peu de pays accordent autant de valeur à la tactique. Art de l'organisation, structure et création, voilà peut-être les mots que l'on cherchait, ils expriment toute la nuance de cette terre, de ces terrains. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver, je suis tellement content de vous retrouver pour ce qui est déjà la première vidéo de 2020, donc bonne année à tous bien sûr, mais pour ce qui est aussi surtout le premier épisode de notre nouvelle série, Le Retour. Alors pour ceux qui étaient déjà là en 2018, il y a un petit moment maintenant, mais vous vous souvenez peut-être d'Objectif Coupe du Monde où on avait passé en revue via 32 vidéos les 32 sélections qualifiées pour le mondial. C'était un moment exceptionnel, vraiment je dirais parmi mes tout meilleurs souvenirs sur YouTube. Au-delà même du foot, c'était l'opportunité pour moi d'échanger avec beaucoup d'entre vous, des supporters sénégalais, belges, marocains, tunisiens, suisses, entre autres, voilà, tous réunis par une même passion et tous pressés que l'été arrive. Donc voilà, cette année évidemment, pas de Coupe du Monde, mais on a en revanche, en guise de consolation, on a un superbe Euro qui arrive très vite, finalement le coup d'envoi est dans pile 6 mois, le 12 juin, et on a aussi cette fois l'Italie. Dans l'absence a fait tâche en 2018, mais qui depuis va bien mieux. Roberto Mancini est arrivé, a considérablement rajeuni son groupe et a impulsé une nouvelle dynamique. 10 victoires en 10 matchs, 37 buts marqués pour 4 encaissés. La qualification de la Squadra Azzurra ne souffre d'aucune contestation. Mieux, elle a mis en lumière une sélection revitalisée et offrant quelques démonstrations de football. La Grèce peut en attester, balayée à Athènes 3-0, comme la Bosnie pliant chez elle sur le même score, l'Arménie giflée 9-1 en clôture de groupe ou le Liechtenstein sèchement battu 11-0 sur l'ensemble des deux rencontres. La Finlande, enfin plus coriace et qui a obtenu un billet direct pour l'Euro, est tombée aussi. Cet été donc, l'Italie aura l'opportunité de se refaire, de tourner une triste page, de lancer ce qui pourrait être une très belle décennie. Elle pourrait aussi garnir un palmarès qui sur la scène continentale est plus maigre que ce qu'on imagine. Car depuis 1960 et la création du championnat d'Europe des nations, les Azzurri n'ont été sacrés qu'une fois, en 68 à Rome. Tenus en échec par l'URSS 0-0 après prolongation, ils arrachent d'ailleurs leur billet pour la finale, non pas au tir au but, qui n'existe pas encore, mais à pile ou face, et l'histoire du foot s'enrichit d'un moment singulier. L'Italie s'y prend ensuite à 2 reprises pour battre la Yougoslavie, un partout match rejoué, puis 2-0, 2 jours plus tard. Par la suite, l'Euro rimera avec regret. En 2000, le tournoi fantastique de Francesco Totti portera les hommes de Dino Zoff à quelques secondes de la gloire, mais cette dague de Wiltord, suivie en prolongation d'un célèbre but en or, brise le cœur des tifosi. Et encore une finale en 2012, et sans doute déjà l'apogée de Mario Balotelli, étincelant face à l'Allemagne, mais encore un échec, et celui-ci est net, 4-0 contre l'Espagne. La dernière édition a offert la Squadra une revanche en 8ème, mais un autre crève-cœur au tir au but. Qu'en sera-t-il cet été? On arrive donc là à ce qui nous intéresse, l'équipe. Et si on attendra nécessairement quelques mois avant d'avoir une liste définitive, que toutes ces projections pourraient bien sûr évoluer, ce qui est certain en revanche, c'est que le groupe que composera Roberto Mancini est fourni. Peut-être un peu moins riche d'expérience et de métier que ce qu'on imagine généralement quand on pense à l'Italie des grands tournois, mais doté à coup sûr d'un potentiel fantastique. Alors c'est quelque chose qu'on voit déjà au poste de gardien où à 20 ans Gianluigi Donnarumma sera sauf surprise le numéro 1, sans être toujours parfaitement irréprochable, trop régulièrement lâché par sa défense au Milan, pouvant progresser sur le plan de la concentration avant tout. Il est dans un bon jour un shotstopper de très haut niveau, jouera cet été son premier grand tournoi international et n'ayant jamais disputé la moindre rencontre de Ligue des Champions par exemple, ce sera une histoire intéressante à suivre. Le numéro 2 sera a priori Salvatore Sirigu, qui a 32 ans, a encore quelques restes. Il devrait être accompagné de la révélation de cette saison, Alex Meret, qui brille à Naples. En juste devant ensuite, ça va sans doute encore bouger d'ici juin, et beaucoup de choses dépendront du retour de blessure de Giorgio Chiellini, qui se fait les croisés cet été, qui devrait retrouver les terrains en mars. À 35 ans, il est toujours un des meilleurs centraux du monde, mais une blessure aussi sérieuse à cet âge peut faire des dégâts. À voir. On a beaucoup moins de doutes en revanche au sujet de Leonardo Bonucci,
qui après quelques saisons en demi-teinte semble avoir retrouvé son niveau, peut-être pas de 2014-2015, mais pas loin, il sera un pilier de la squadra. Et si on part sur l'idée de 4 centraux dans les 23, j'imagine qu'on aura dans le lot Alessio Romagnoli, très coté il y a quelques temps, dont la progression s'est un peu essoufflée, et puis peut-être Francesco Acerbi, le lazialiste. Je pressens ce quatuor, mais il pourrait y avoir de la concurrence de dernière minute via le jeune Romain Gianluca Mancini, 23 ans et un beau potentiel. On a vu aussi en qualif le Turinois Armando Izzo. Sur les côtés ensuite, à gauche, Emerson Palmieri de Chelsea sera très certainement titulaire, c'est pas le poste le plus fourni, et derrière lui on a soit Leonardo Spinazzola, souvent blessé, soit Cristiano Biraghi devenu titulaire dans l'Inter de Conte, montrant de belles choses à voir. À droite, Alessandro Florenzi, capitaine de la Roma, vit une saison un peu hétérogène et est de plus en plus concurrencé par le prometteur Giovanni Di Lorenzo, qui est une des rares satisfactions du côté de Naples et qui pourrait doubler son aîné sur le fil. Il a en tout cas l'avantage de la polyvalence, peut jouer central comme contre l'Inter lundi dernier. Dans l'entrejeu maintenant, qui est à la fois le secteur le plus fourni et le plus séduisant, mais également celui qui pose le moins de questions sur sa composition, Marco Verratti est un pilier incontournable, si ses blessures le laissent tranquille bien sûr, et il forme aux côtés de Jorginho un duo complémentaire, soigné, symbole d'une sélection dont le projet de jeu rompt avec la tradition. Car cette Italie aime avoir le contrôle du ballon sur de longues phases et a suffisamment de qualité technique pour faire jaillir des étincelles dans toutes les zones. À l'image également du prodige interiste Nicolo Barella, 22 ans, scintillant à Cagliari l'année dernière et toujours très impressionnant en sélection. Quand on ajoute à tout ça la possibilité de voir Sandro Tonali, 19 ans, qui faisait déjà beaucoup parler de lui en Série B et qui confirme cette saison dans l'élite, quand on pense aux très belles performances de Stefano Sensi, que j'aime beaucoup, et quand on connaît surtout le potentiel extraordinaire de Nicolo Zaniolo, 22 ans, cette Italie fait fondre et semble avoir de très très beaux jours devant elle. Alors pour Zaniolo, c'est assez particulier, assez intéressant. Pour avoir écumé pas mal de forums de la sélection, je sais que beaucoup d'Italiens le voient comme étant vraiment le plus talentueux du lot, le plus talentueux de cette génération. Mancini en revanche l'a pas toujours couvert d'éloges. Alors s'il le voit effectivement plus au milieu que devant, pour lui, il joue encore de manière trop instinctive pour ce que lui considère donc comme étant un rôle qui demande plus de maturité, plus de réflexion collective. Voilà, ce sera une histoire dans l'histoire intéressante à suivre, en tout cas, elle symbolise la richesse extraordinaire dont bénéficie l'Italie dans ce secteur. Enfin, devant, c'est pas mal non plus, on a d'abord Lorenzo Insigne. Alors à l'image de la saison du Napoli dont il est le capitaine, c'est loin d'être sa meilleure année, je dirais pas que sa place dans le 11 est absolument garantie, parce qu'il y a du talent ici aussi, à l'image d'un autre jeune prodige, Federico Chiesa. À 22 ans, l'enfant de Florence est un feu follet, vrai créateur de danger, 1,8 dribble et 3,7 tirs par match en Serie A cette saison, mais aussi plus d'une passe clé par 90 minutes et 2 fautes provoquées en moyenne. On le retrouve généralement côté droit, mais contre l'Arménie en clôture des éliminatoires, il a donné 2 passes décisives et marqué un but depuis l'aile gauche. De manière générale, son excellent rendement lui a permis de dépasser Bernardeschi dans la hiérarchie des attaquants, mais ça pourrait encore s'inverser d'ici cet été. Il fait pas une grande saison et a jamais trop convaincu en sélection, mais ça reste un joueur capable. La surprise ici sera peut-être, et je pense qu'il a des chances de l'être, l'ailier de Bologne Riccardo Orsolini, très prometteur chez les jeunes, très électrique. Il a fêté sa première cape en novembre avec un but et a séduit Mancini. Enfin, le poste de 9 pose question. Ciro Immobile, si prolifique avec la Lazio, a connu plusieurs passages à vide en éliminatoire et semble parfois manquer de confiance. Du coup, il partage généralement son temps de jeu avec Andrea Bellotti, moins rapide et peut-être moins adapté en cas de transition à jouer vite, mais dont le bagage physique impressionnant offre d'autres solutions. Donc on est bien là à 23 joueurs, et je pense que c'est à 90% la liste qu'on verra dans quelques mois, mais il y aura nécessairement des imprévus. Est-ce que Moise Kean, par exemple, trouvera suffisamment de temps de jeu à Everton pour bousculer l'ordre établi ? Son absence est, quoi qu'il en soit, un rappel d'à quel point cette nouvelle Italie est talentueuse. Comme Tonali, il n'a que 19 ans. Ce serait encore plus surprenant, mais pas non plus impossible. La question revient souvent là-bas. Que Balotelli soit nommé, ça dépendra beaucoup de lui et des garanties qu'apporteront ou non Immobile et Bellotti. Enfin, on peut penser dans l'entrejeu à Lorenzo Pellegrini, très prometteur, et c'est un secteur qui semble un peu bouché, sauf à considérer Zaniolo comme un pur attaquant bien sûr. Bryan Cristante, Danilo D'Ambrosio, Kevin Lasagna ou Matteo Politano semblent en revanche avoir laissé passer leur chance. Je pense aussi que la présence au dernier rassemblement de Rolando Mandragora est plus un concours de circonstances qu'un vrai gage de confiance. Donc voilà, quoi qu'il en soit, il y a de la matière, il y a de quoi faire de très belles choses, et de manière générale, les Italiens abordent cet Euro, je dirais pas avec une confiance démesurée, 2018 a laissé des traces, mais avec un optimisme prudent qui correspond plutôt bien à leur statut dans le groupe A.
en héritant effectivement de la Suisse, de la Turquie et du Pays de Galles. La Squadra Azzurra évite sans doute le pire et peut être considérée comme favorite pour la première place. Elle sait aussi qu'elle n'aura aucun match facile. Alors bien sûr, on aura le temps de reparler plus en détail de toutes ces équipes, ça arrive très vite. Le point positif pour l'Italie, c'est qu'ils joueront leurs 3 matchs de poule à Rome, un avantage considérable. S'ils terminent effectivement à la première place du groupe A, ils joueront le deuxième du C, donc peut-être l'Ukraine, peut-être l'Autriche. En quart en revanche, on pourrait vite avoir un très gros choc, peut-être la Belgique, et ça nous offrirait une super affiche, un fort parfum d'Euro 2016, et du plan de jeu génial de Conte. Donc est-ce que l'Italie va gagner l'Euro 2020 ? La réalité, c'est que c'est évidemment impossible à pronostiquer, a fortiori aussitôt, mais je pense que si on devait faire un classement, on les placerait juste un cran en deçà des 3 ou 4 favoris majeurs. Et d'ailleurs, on n'attend pas d'eux un succès international là tout de suite. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce sera une des équipes les plus intéressantes à suivre. La première itération d'une génération incroyablement talentueuse, a cette potentiel et d'allant offensif pour être le vent de fraîcheur du tournoi. J'imagine l'Italie de cet été être un diamant assez brut, capable de belles fulgurances, peut-être un poil trop tendre, notamment dans les zones décisives. La pointe de l'attaque pose encore question, pareil derrière. Voilà, en somme, on a beaucoup d'espoir et très peu de certitude. C'est généralement un beau cocktail et je pense que, dans un sens ou dans l'autre, l'Italie va réaliser un tournoi mémorable. Donc voilà les amis, en tout cas c'est la fin de ce premier épisode de l'Euro-Tour, j'espère vraiment qu'il vous aura plu et que vous avez hâte maintenant de découvrir les 23 suivants qui vont progressivement nous emmener jusqu'au 12 juin. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit pouce bleu pour pas rater les prochaines nations et les prochaines sélections. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, comme pour le pouce bleu, ça m'aide, ça m'encourage vraiment, donc n'hésitez pas. De notre côté maintenant, on a pris un petit peu de temps à lancer 2020, c'est vrai, c'était pour la bonne cause, mais maintenant on y est. Et les vidéos vont s'enchaîner à un rythme très soutenu, donc les analyses classiques, des nouveautés aussi, et puis le retour en fil rouge, ça va être sympa et j'ai hâte vraiment de vous montrer ça. Alors d'ici là, comme d'habitude, la seule chose qui nous reste à dire, c'est passer une excellente journée, un très bon week-end aussi, et puis prenez soin de vous surtout. Bisous.